Un petit peu de préparer mes propos de ce soir et je me suis rappelé que lorsqu'il est tombé malade et que dans la famille ça commence à se savoir, avant d'aller à l'hôpital il tenait absolument à une chose, c'est de terminer le courrier de la Géoula. Il ne voulait pas partir à l'hôpital tant qu'il n'avait pas envoyé tout ce qu'il fallait pour le courrier de la Géoula. Et le dernier édito qu'il a écrit, le titre, c'est l'unité tout simplement. Je ne sais pas si vous avez vu le courrier de cette semaine, on a repris mot à mot. On a repris mot à mot son éditorial, on n'a rien changé. Et il a écrit là-bas sur l'unité tout simplement, tout un développement. Et d'ailleurs, par rapport à son habitude, il a écrit très peu. Et en tout cas pour moi, hein, assez facile. D'habitude, des fois, il fallait s'accrocher. Là, ça coulait. Le plus, hélas, intéressant, je ne peux pas dire intéressant, c'est qu'il a fini par parler de la date de Rosh Chodesh Sivan, la date de l'unité du peuple juif face au Har Sinaï. Et les derniers mots qu'il a écrits, c'était que le Rosh Chodesh Sivan, c'est le jour de l'unité où on sait que c'est marqué Vaïchan Sham Israël Negedar, que le peuple il a campé devant la montagne. Et Rachid dit Keish Echad Belev Echad. Et il est parti Rosh Chodesh Sivan. Et on sait très bien que tout est Be'ashgacha Pratit, mais on dirait que c'était, pour tout vous dire, le Shabbat d'après, lorsque le courrier était dans les choules, alors il y a quelqu'un qui, à la choule, m'a dit c'est pas lui qui a écrit. Alors je lui ai dit oui, c'est lui qui a écrit. Il me fait mais comment il a pu finir comme ça avec un mot d'unité, Rosh Chodesh Sivan? Donc je vais essayer un petit peu avec vous de réfléchir sur ce unité. Toujours on entend parler de l'unité de la Hartout. Aujourd'hui, Rosh Chodesh Sivan, Vaïchan Sham Israël Negedar. Qu'est-ce que c'est véritablement Ardout Israël? Qu'est-ce que ça veut dire s'unir avec l'autre? Et comment c'est possible de faire ça? Déjà, il y a une définition qu'on voit déjà dans le Chumash, une différence fondamentale. Qu'est-ce que c'est l'unité dans les nations et l'unité du Ham Israël? Vous savez, actuellement, on est en période préélectorale. Il y a des unités qui se font, des listes d'union où des partis s'unissent. Le meilleur exemple est, sans rentrer maintenant dans la politique, mais en Israël actuellement, il y a un gouvernement qui est a priori uni, mais pourtant ils n'arrêtent pas de se disputer. Tous les soirs, on entend un qui dit sur l'autre, attention si vous ne faites pas ça, et au final tout passe. On ne voit pas d'unité. En France aussi, il y a un parti politique qui se présente aux élections législatives. C'est l'union populaire. Qu'est-ce que ça veut dire l'union? Est-ce qu'il y a l'union des nations? C'est la même union qu'on entend de nous. Qu'est-ce que ça veut dire Ardout Israël? Est-ce qu'il y a une différence entre Ardout Israël ou bien généralement toute personne qui s'unit? Alors déjà on voit une différence chez Yaakov et Esav. Lorsque Yaakov et Esav se rencontrent et ils se séparent, c'est marqué Vaïkach Esav et Nashav. Esav prend ses femmes. Ve'et kol hanefashot, et toutes les âmes au pluriel. Lorsque Yaakov, la paracha suivante, arrive en Égypte, c'est marqué kol hanefesh abba mitzrayma, toute l'âme qui arrive en Égypte, shivim nafesh, 170. Ça veut dire que chez Esav, on parle au pluriel, et chez Yaakov, on parle au singulier. Déjà c'est fondamental. Esav, il prend son équipe, entre guillemets, et il appelle ça Nefashot. Quand Yaakov, il prend son équipe, il appelle ça Nefesh. Et ça remonte à Bereshit. C'est-à-dire que c'est à la fin du Sefer Bereshit. Il y a déjà une définition complètement différente. Pourtant, on parle d'une famille ici, d'une famille là-bas. Esav, je ne sais pas de tête, vous êtes plus balcoré que moi, mais je ne sais pas combien ils sont, mais ils sont, à mon avis, plus nombreux que Yaakov. Et pourtant, c'est des Fachot. Yaakov, qui sont quand même 69, avant l'arrivée, et après ils arrivent 70, c'est Nefesh. C'est intéressant parce que on retrouve ça déjà chez Avraham, où Avraham, quand il quitte Ur-Kasdim et qu'il va, il dit Ve'et Nefesh Asherasu Becharan, et l'âme qu'ils ont fait à Haran. Et qui c'est l'âme? C'est tous les gens qu'ils ont amenés à eux. C'était des individus, mais tous ces individus-là, ça fait une seule Nefesh. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'union, on ne parle pas de n'importe quoi. L'union, dans la définition de la Torah, c'est quelque chose de très très particulier. C'est quelque chose qui fait qu'au final, on ne voit qu'une seule chose.
Maintenant, comment on arrive à ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, déjà, au niveau des définitions, ce qu'on parle, nous, de l'unité du Ham Israël, ce n'est pas une unité qui est une unité qu'on a l'habitude de voir ni dans la politique, même des fois dans une nation, dans un pays. Un pays, il est sous une même bannière, on vit tous dans un pays X, tout le monde a priori est uni autour d'une seule chose, mais ça ne veut pas dire que c'est l'union qu'on parle dans la Torah. La Hardout, le Keish Echad Belev Echad, le Vaïchan Sham Israël Negedar du Rosh Chodesh Sivan, c'est pas juste qu'on a campé comme un seul homme parce que c'est un mot d'esprit. La Torah elle a vu un singulier Keish Echad Belev Echad. C'est beaucoup plus profond que ça. D'ailleurs, le Rabbi, dans une de ses sikhot, il souligne qu'en vérité, on a trouvé une unité chez les nations. Plus que ce qu'on va dire maintenant. On trouve que chez les nations aussi, il y a une notion de singulier. Vous savez quand ? C'est marqué que quand les Bnei Israël sortent d'Égypte, vous savez qu'au bout de 3 jours, on prévient le pharaon qu'ils sont sortis. Et le pharaon, il décide d'aller et de les retrouver. Et là, les Bnei Israël se retrouvent face à la mer Rouge. Derrière eux, il y a le pharaon. Et comment c'est marqué là-bas ? Ils sont 600. Hein. C'est marqué Vein et Mitzraim nosea achavem. Mitzraim au singulier. Pas les Mitzrim, pas l'armée du pharaon. Vein et Mitzraim nosea achavem. Rachid dit, pourquoi c'est au singulier ? Rachid dit, écoutez bien, Belev echad keish echad. Attention, c'est très important ce que Rachid dit. Belev echad keish echad. Ok. Ah non ? Parce que à Matan Torah, c'est marqué Vaïchan Sham Israël Negeda, que les Bnei Israël, ils ont campé devant la montagne, et là-bas c'est marqué que Ish Echad, Belev Echad. Alors quelle est la différence qu'on soit Belev Echad, Keish Echad, ou Keish Echad, Belev Echad ? A priori, ceux qui ne savent pas apprendre Rashi, comme le Rabbi nous a appris d'apprendre Rashi, ils disent ok, une fois c'est comme ça, une fois c'est comme ça. C'est une erreur de frappe qui date de la première édition, et peut-être il y en a qui... Vous savez, il y a une différence fondamentale entre quand moi j'ai la question ou quand le texte a la question. Chez les chassidim, le texte il n'a pas de question. C'est moi qui ai une question et c'est moi qui dois... Des fois, vous savez, un coup de Tipex, on fait tac-tac, on dit hop, c'est la même chose, bon, juste Rachid a voulu changer. Pas du tout. Le Rabbi dit il y a une différence fondamentale entre Mitzrayim et Israël. Mitzrayim, il est au singulier, mais il est Belev Echad. Et c'est parce qu'ils sont Belev Echad qu'ils deviennent Keish Echad. Israël, ils sont d'abord Keish Echad. Et c'est ça qui les fait devenir Belev Echad. Ça veut dire quoi ? On peut unir des gens autour d'un même sentiment. Par exemple, un sentiment de rejet. On est un petit peu dans l'éducation. Lorsque dans la classe, il y a 5-6 enfants qui vont s'unir contre un enfant, chacun c'est pour un intérêt différent. Il y en a, il est jaloux. Il y en a, il n'aime pas parce que son grand frère, il avait eu une histoire 5 ans avant. Mais ils ont un point commun, c'est que Belev Echad, ils le détestent. Et donc, comme ils sont Belev Echad, ils deviennent Keish Echad à la récréation, les 5 ils vont l'embêter. Chacun pour un intérêt complètement différent. Un, il veut son goûter. L'autre, il n'aime pas comment il s'habille. L'autre, c'est parce que c'est une histoire. Et l'autre, parce que... Leur union, elle est une union d'abord d'intérêt, Belev, dans le cœur. Qu'est-ce qui faisait que les Égyptiens se sont unis pour aller poursuivre les Bnei Israël ? Ils sont malades. Ils ont eu 10 plaies. La dernière, c'est la plaie des premiers-nés. Il n'y a pas une maison où il n'y a pas eu d'écrit. Et comme par hasard, là, tout le monde, quelques jours après, ils s'unissent, parce qu'ils avaient la rage. Belev Echad, ils avaient la haine. Comme ils avaient la haine, Belev Echad, il y en a, ils disent parce que mon cousin, il est mort. L'autre, il dit parce que les champs, j'avais des champs, et avec Barad, avec la grêle, tout s'est arrêté. L'autre, il dit, moi, j'avais des animaux, et ils sont tous morts. L'autre, chacun. Et le pharaon, bien sûr, c'était à la tête, pour dire, mais attendez, c'est moi le roi. Donc vous pouvez voir des grandes affiches avec des gens qui vont s'annoncer qu'ils vont être le président, le premier ministre, ou je ne sais pas quoi, unis, mais en vérité, chacun il est là-bas pour une autre raison. Et le fait qu'ils soient Belev Echad dans la lutte de l'autre, ça les unit, ils deviennent Keish Echad. Et bien ça, la vérité, c'est que ça ne marche pas. Parce que vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé avec Mitzrayim ? Ils ont disparu. Toute union qui est sur la base du rejet, et que ce qui nous unit,
c'est qu'on ne veut pas l'autre. Ça peut marcher un temps, mais au bout d'un moment, c'est fini. Mitzrayim, ils avancent, ils sont au singulier, et ils finissent, ils disparaissent. Par contre, les Bnei Israël, d'abord ils s'unissent Keish Echad. Le Rabbi demande, c'est déjà expliqué longuement dans le Tanya, et c'est expliqué dans beaucoup d'autres Sfarim. Déjà, on trouve ces explications dans le Zohar, qu'en vérité, tout le Ham Israël, c'est un seul corps. Ça veut dire quoi, c'est un seul corps? Ça veut dire qu'ici, dans mon corps, il y a plein de membres, chacun il a une fonction différente. Mais si Dieu préserve, il y en a un de eux qui va mal fonctionner, ça va avoir une répercussion sur l'ensemble. Alors bien sûr, si Dieu préserve, c'est un problème au cerveau, c'est pas comme si c'est un problème au petit nombril. C'est pas la même chose si c'est dans la plante des pieds ou si c'est dans le bras. Mais reste qu'il n'y a pas une partie du corps qu'on peut dire qu'elle est en trop. On souhaite que nous, soyons en bonne santé, que toutes les parties de notre corps y soient en bonne santé. Et cette union-là, qui est Ish Echad, ça veut dire qu'on est une seule chose, fait que de la tête aux pieds, nos deux bras, notre odorat, l'ouïe, tout ce qui marche, même si c'est différent, ça fait de nous une seule personne. Le Keish Echad, le Rabbi explique qu'il faut prendre conscience, et c'est très difficile, c'est pas quelque chose, c'est pas juste un mot d'esprit, c'est quelque chose sur lequel il faut beaucoup travailler. Que chacun et chacune d'entre nous est nécessaire pour faire un seul Am Israël. C'est compliqué, je vous raconterai une histoire à la fin du shiur. C'est compliqué. C'est pas pour rien que tous les matins avant la tefila on dit Areni mikabel alay mitzvah taseh shel ve'ahavta lerecha kamocha, que je prends sur moi la mitzvah d'aimer ton prochain comme soi-même. Il y a un mot dans Hayom Yom où le Rabbi dit dans Hayom Yom qu'il faut aimer tout le monde, même le juif qui est plus proche de moi, hein, comme celui que je connais pas et qui est à l'autre bout de la planète. Aujourd'hui, c'est vachement plus facile de s'unir avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète que celui qui prie à côté de moi la chouille. Ça veut dire, des fois, et voilà, tout le monde est solidaire des Juifs d'Ukraine. Maintenant, vous les avez pas rencontrés. Si. D'accord. Alors, vous comprenez que cette histoire d'union, d'abord, elle dérange beaucoup. Elle dérange nos ennemis. Qu'est-ce qui fait que moi, je me sens concerné par quelqu'un que j'ai jamais vu de ma vie, alors que peut-être mon voisin de palier, je me sentirais moins concerné par son destin? Ça, c'est le Inyan de Keish Echad. Keish Echad, ça veut dire, c'est une idée qui paraît simple, qu'on répète 10 fois par jour, pas 10 fois par jour, mais qu'on répète souvent. Mais quand on prend 2 minutes pour réfléchir, et on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé à Matan Torah? Ce qui s'est passé à Matan Torah, c'est qu'ils étaient 600 000 hommes. Plus les hommes, plus les femmes et les enfants, on parle, allez, à la louche de 2 millions de personnes. Comment est-ce possible que tout le monde soit Keish Echad? Comment est-ce possible? Prenons l'exemple avec le corps. Je ne suis pas médecin, mais le corps, oui. Il est composé de je ne sais pas combien de millions, peut-être de milliards de cellules, de neurones, de trucs, de machins, que je ne peux même pas quantifier. Qu'est-ce qui fait que tout marche bien? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Et que si Dieu préserve, il y a un petit dysfonctionnement, alors tout le corps va s'en ressentir. Parce que le corps, depuis notre naissance, il est d'accord d'être un corps. Et pour unir 2 millions de personnes, 600 000 hommes, plus hommes, femmes, du moins avec femmes et enfants, c'est qu'ils ont compris tout le monde devait être là. Parashat Bamidbar, c'est quoi? Il y a un Mishkan au centre, il y a 12 tribus autour. Chacun avec son fanion, chacun avec son symbole. Celui qui était à l'est, il n'allait pas à l'ouest. Celui qui était à l'ouest, il n'allait pas au nord. Tout était tellement précis. Ça casse un petit peu l'image. En vérité, c'est ça un peuple. C'est ça un corps. Imaginez-vous demain, c'est juste une histoire qu'on peut raconter aux enfants, que mon pied, il se décide à réfléchir et que ma tête, elle décide d'être un pied. Toujours quand les enfants, ils aiment beaucoup le football, on leur dit « Pourquoi tu mets tellement ton cerveau dans tes chaussures ?» Mais c'est pas, en vérité, c'est un mot d'esprit, mais blague à part. Si imaginez-vous qu'il y a un dysfonctionnement du corps, et qu'il y a un membre qui se révolte et qui dit « Non, moi j'arrête d'être une main. À partir de maintenant, je veux être un pied. » C'est impossible. Parce que la main, elle est faite pour être une main. Seulement, chaque membre, s'il pouvait parler, et d'ailleurs on le dit dans Nishmat Kol Chai tous les Shabbats, que si notre bouche elle était pleine, et si nos membres... Alors, tout notre corps entier, il est conscient que Hachem, il est une seule chose, et donc, chacun accepte d'être à cette place-là. Et c'est ça qui est le plus difficile. La difficulté du Midbar, la difficulté du désert,
c'était que Réhouven, il accepte d'être Réhouven, et que Shimon, il accepte d'être Shimon, et que celui qui est né Cohen, il reste Cohen. Et s'il veut faire un update et il voudrait un jour un Réhouven devenir, on lui dirait je suis désolé. Il faudra repasser, mais c'est pas d'actualité. C'est quand même frustrant. Dan, par exemple. Les pauvres Dan, ils étaient toujours à l'arrière du camp. Quand on marchait, Dan, ils étaient mais à Sef et Chol HaMachanot. Peut-être un jour, Dan, ils ont voulu faire une manifestation. Ils ont dit, à partir de maintenant, on veut manger devant. Quoi, c'est Yehuda qui est devant? Nous, on a envie, allez, venez. On change de temps en temps, on fait un roulement, comme dans les classes. Celui qui est au premier rang, on va le mettre à la fin, et puis on va revenir, et à la fin du trimestre, tout le monde aura été devant. Pourquoi pas? Pourquoi un Cohen ne ferait pas de temps en temps une journée que tout celui qui est pas Cohen, il peut faire Birkat Cohen. Mais en vérité, il y a une journée comme ça s'appelle Simchat Torah, je ne sais pas si vous avez déjà vu. Après un petit peu de l'Echaim, tout le monde est Cohen. Tout le monde fait Birkat Kohanim et tout le monde bénit. Mais à part ce jour-là, très sérieusement, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme ça. Je ne suis pas né Cohen. Il faut accepter ça. J'ai envie de faire Birkat Kohanim. Je n'ai pas les capacités dans mon âme, je n'ai pas la génétique pour ça, pour être Cohen. Et celui qui est Rouven, il est Rouven. Celui qui est Shimon, il est Shimon. Et tout le temps, lorsque le camp il se levait, eh ben, il y avait un ordre. Et cet ordre-là, il était respecté. Et il ne pouvait pas changer, même si les gens n'étaient pas contents. Il y a eu des frustrés. Korach, il était frustré. Alors il a été voir à côté, il y avait les Réhouven, alors il les a... Mais ça ne marche pas. Parce que qui dit Ardout, qui dit unité, et là il y a un jeu de mots en hébreu, c'est que c'est pas Achidot. Achidut c'est quoi? Achidut c'est unicité, uniformité. Ça veut dire qu'on veut que tout le monde soit la même chose. Dans le Ham Israël, il faut accepter qu'il y a des différences. Cohen, Lévi, Israël, c'est la première. Après, il y a d'autres différences, il y a plein de différences. Et toute la force de Vaïchan Sham Israël Negedar, c'est que devant la Torah, alors au bout d'un moment, tout s'efface et je comprends que celui qui n'est pas comme moi, qui ne partage pas toujours ce que moi je pense, je dois, et ça c'est un effort qu'on nous demande en préparation au Matan Torah, me dire, il a sa place. Tous les matins on dit, Areni Mekabel Alay Mitzvah Taseh Shel Ve'afta Le'reacha Kamocha. Vous savez que ça, le rabbi il a lancé cette campagne de dire tous les matins Areni Mekabel et après les 3 tefilot Har Tzadikim, dans un moment où le monde il était complètement bouleversé comme ça. D'ailleurs il y a une très bonne initiative, je ne sais pas de qui, il y a quelqu'un qui a réimprimé les autocollants qui étaient mis dans les sidourim à l'époque avec le semel de Tzivat Hashem que le rabbi avait dans son sidour. Bon là il a traduit en français. J'ai vu ça hier à la librairie Kol Yehuda, d'ailleurs j'aurais dû en amener. C'est complètement gratuit, mais c'est pour encourager les gens à dire cette petite phrase avant la tefila, Areni Mekabel Alay Mitzvah Taseh, et après Har Tzadikim. Maintenant Areni Mekabel, pourquoi que le matin? Pourquoi pas les autres pilotes? Le rabbi il a déjà parlé de ça, mais il y a une explication très intéressante. Qu'est-ce que c'est la tefila? La tefila, hein, ça remplace les korbanot, ça remplace les sacrifices. Tous les matins au Beth Amikdash, il y avait un... C'est moi. C'est... Excusez-moi. Tous les matins au Beth Amikdash, il y avait un korban, ça s'appelait le Tamid Shel Shachar. L'après-midi, il y avait un Tamid Shel Ben Arbaïm, tous les jours. C'était un korban Tzibour, c'était un sacrifice communautaire. C'était pas une personne qui amenait, il y avait une caisse. Cette caisse, elle payait pour toute l'année. Tous les sacrifices qui étaient faits le matin, c'était un sacrifice obligatoire, c'était le premier. Après Shabbat, il y avait le Moussaf. C'était pas quelqu'un qui amenait. Quand tous les ans, on faisait le recensement, on payait le Machatz Tachek et le demi-cycle, ça faisait une caisse. Et de cette caisse-là, on achetait ces animaux-là. Donc tous les matins, il y avait un korban qui était fait pour tout le clan Israël, pour tout le Ham Israël. Aujourd'hui qu'on n'a plus le Beth Amikdash, qu'est-ce qui remplace ce korban? La tefila. Donc la tefila, c'est quelque chose qui remplace un korban, un sacrifice communautaire. Il y avait un tamid, un seul pour tout le Ham Israël. Ok? Maintenant, pour moi, c'est quoi la tefila? Moi, je ne vois pas un sacrifice communautaire. Qu'est-ce que je vois? Je vois ma tefila. La preuve, c'est que quand on s'adresse à Kadosh Baruch Hu, on s'adresse pour nous. Qu'est-ce qu'on fait dans la Mida? Au début, on parle de choses claliques, générales, et après, on rentre dans les détails. Celui qui a besoin d'une refouach lema, celui qui a besoin de ça, celui qui a besoin de ça. Chacun, il va penser, chacun, il va mettre ses mots, chacun, il va mettre sa kavana, chacun, il va essayer de trouver dans la tefila la phrase qui va lui parler le plus. Alors, je ne comprends pas. La tefila, c'est personnel ou c'est communautaire? Si c'est communautaire, bon, alors, on fait la tefila parce qu'il faut remplacer le korban tamid. Mais si c'est personnel, alors quel rapport avec le korban tamid? C'est comme si moi, j'amenais un korban au Beth Amikdash, c'est un korban personnel.
La phrase de Harin Mekabel Alay Mitzvah Taseh, elle va réconcilier les deux choses. Comment? Lorsque je prends sur moi la mitzvah de tu aimeras ton prochain comme toi-même, automatiquement je m'unis avec tout le monde. Et d'ailleurs ça le rabbi l'amène. Et c'est marqué dans le Sidron, Nachon Lomar Lifnei Tfila. Avant c'est marqué, il est bon de dire avant la Tfila. Et c'est déjà marqué dans le Harizal. Il faut savoir que déjà le Kitzur Shulchan Aruch, il ramène ce lien-là, qu'avant la Tfila, il faut s'unir en bas, par exemple en donnant la Tzedaka. Parce que s'il y a l'union en bas, alors il y a l'union là-haut. Très bien. Donc moi, j'ai ma petite Tfila personnelle. Mais d'un autre côté, ma petite fila personnelle, c'est un korban de Tzibour aussi. C'est quelque chose de communautaire, ça remplace le tamis du matin. Alors comment je fais? Areni Mekabel. Quand je fais Areni Mekabel à la mitzvah taseh shel ve'afta l'eracha kamocha, je m'unis avec tout le peuple. Et comme je m'unis avec tout le peuple, alors cette fila, elle devient un korban Tzibour. Ça devient comme un sacrifice communautaire. Et quand chacun dit cette petite phrase qui paraît être anodine, et on dirait qu'elle est comme ça, la posée là, ça renforce l'idée que la tfila, elle vient à la place des corbanotes. Et pour que la tfila, elle vient à la place des corbanotes, j'ai besoin de faire que ça soit quelque chose de tzibour. Et pour que ça soit quelque chose de tzibour, il faut que je m'unisse avec tout le monde. Je pense que c'est une des phrases les plus dures de la tfila à dire. Areni Mekabel Alay Mitzvah Taseh, si vraiment Areni Mekabel Alay Mitzvah Taseh, sérieusement, c'est une phrase dure. C'est une phrase, on prend sur nous. Mekabel Alay, ça veut dire que c'est quelque chose que je prends sur moi parce que c'est difficile et parce que je sais qu'au cours de ma journée, au cours de ma semaine, je vais être malmené peut-être et des fois j'aurais pas envie de faire l'Israël. Sinat Israël, haïr, c'est une halakha on n'a pas le droit de haïr. Même si on a le droit de ne pas toujours montrer nos sentiments, mais haïr dans le cœur, on n'a pas le droit. Il faut savoir que c'est un issur de la Torah, l'otisna itachia bilvavecha. Par contre, Avat Israël, ve'afta l'eracha kamocha. Combien il y en a qui ont expliqué, qui ont essayé de comprendre, mais c'est quoi ce ve'afta l'eracha kamocha? D'abord, tu aimeras ton prochain comme toi-même, d'abord, il faut s'aimer. Parce que comme toi-même, si tu t'aimes pas, tu ne peux pas aimer l'autre. Mais si je m'aime, est-ce que je peux aimer l'autre? Mais des trucs, vous savez, il y a des textes entiers qui ont été écrits là-dessus. Ah ouais. Et quand il y a quelqu'un qui veut se convertir et qui demande à Hillel, convertis-moi sur un pied, Hillel, il lui donne un conseil. Tu sais quoi? Ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse, ne fais pas aux autres. Et tout le reste, c'est l'explication de ça. Parle-lui du Shabbat, parle-lui des Tfilin. Dis-lui Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ve'afta l'eracha kamocha, c'est bien. Rabbi Akiva dit Zeklal Gadol Batorah. Ça, c'est le principe fondamental de la Torah. Excusez-moi, la Emouna. Shabbat, Tfilin, Ve'afta l'eracha kamocha. C'est très important. Et ça paraît. Mais quand on réfléchit, Zeklal Gadol Batorah, et ça, c'est toute la Torah entière. Parce que si moi, de mon côté, je fais mon petit business, je fais ma petite Torah, je fais mon petit limoud, je pense qu'à moi et je pense pas à l'autre, alors vous savez ce qui se passe, c'est que c'est plus un corps. Et si c'est plus un corps, il n'y a plus de peuple. Et s'il n'y a plus de peuple, il est où le Vaïchan Shem Israël Negedar? Comment on fait? On va chacun se séparer, chacun ne pas vouloir accepter, et tout d'un coup, on s'étonne qu'on est en galoute. Vous savez, jusqu'à il y a quelques années, mon épouse et moi, on n'était pas en shlichut, truc officiel, ça veut dire shlichut dans une synagogue, on faisait du chinour, mais on n'a jamais été confronté véritablement à des gens qui garent leur moto devant la synagogue et qui me disent, monsieur le rabbin, en regardant la montre comme ça, là, quand est-ce que je peux vous parler des trucs comme ça. Mais je vais vous dire combien on apprend et combien c'est formateur pour savoir que dans des situations où on est entre nous, dans nos petites communautés comme ça, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on a une force extraordinaire. C'est ça. Et ça, c'est le chinour que le rabbi nous a donné. C'est ce que le rabbi nous a donné comme force. D'être capable de choses que 10% de ça, on ne serait pas capable dans d'autres situations. Et on s'aperçoit que là, je vais vous raconter une petite anecdote. On a dans la communauté une dame, dont je ne vais pas dire le nom maintenant, une dame qui est mariée avec un monsieur non juif, un musulman. Elle a un restaurant marocain dans le centre de Paris. Très très bonne cuisinière, j'ai jamais goûté, mais en tout cas, comme on le raconte, elle vous fait vivre le plat. Mais elle est ashkénaze, elle. Ah ouais, elle est ashkénaze. Mais vraiment. Mais elle vit de la nourriture séfarade. Bon, c'est pas grave, dans ce sens-là, ça me dérange pas. En tout cas, elle a un restaurant marocain, pas cachère, dans le centre de Paris. Et cette dame,
sa mère déjà était mariée avec un non-juif catholique. Ça veut dire que juste après la Shoah, elle a voulu tout effacer. Et donc elle s'est mariée. Cette dame-là, qui aujourd'hui a 60, 65, elle a grandi sans aucun héritage juif. Et puis un jour, et puis un jour, Je vais regarder si Excusez-nous, on s'est trompé d'adresse. là, il y a une place pour monsieur. elle s'est souvenue de son judaïsme assez tardivement. Oui, c'est vrai. Et là, elle s'est réveillée il y a quelques années. Et un vendredi soir, elle arrive dans notre petite choule là-bas. Et donc, elle ne connaît pas du tout. On ne l'a jamais vu ni Kippour, ni rien du tout. Elle va voir mon épouse et elle lui dit, voilà, j'aimerais vous parler, etc. Ma fille est enceinte. C'est un garçon. Et il y a une chose à laquelle je tiens, c'est qu'il fasse la Brit Mila. Est-ce que vous pouvez nous organiser tout ce qu'il faut pour faire une Brit Mila? On ne connaît rien, on ne sait pas. Question qui fâche, le papa. Ah non, le papa, il est protestant. Ça veut dire qu'entre le grand-père, le mari et le truc, j'ai tout le monde. Il manque un bouddhiste et on est tout. Je ne souhaite pas, mais... Donc, mon épouse, elle s'organise, et Baruch Hashem, le petit né, il a maintenant 3 ans, 4 ans, et on organise la Brit Mila à Saint-Louis-la-Forêt. Il y a un Moël qui vient, tout va bien. Il y a quelques semaines, elle vient maintenant régulièrement, de temps en temps, à la maison, mais vous savez, c'est le genre de personne que, par exemple, au Seder, elle est au Seder, mais elle ne va pas rester jusqu'à la fin du Seder. On va lui donner les kazetim, ce qu'il faut, et c'est une dame extraordinaire. Et donc, elle vient de temps en temps à la maison, pas assez à mon goût, mais elle vient de temps en temps. Et donc là, elle vient voir mon épouse et elle lui dit, écoutez, là, ma fille, elle est enceinte. Entre-temps, il y avait une petite fille, elle est enceinte. Bon, elle est partie vivre en Picardie. Mais quand il y a la naissance, il faut absolument que vous organisiez la Brit Mila et tout. Ah, pas de problème, ne vous inquiétez pas, on est là, etc. Le 11 Nissan, 5782, on reçoit un coup de fil, ma femme reçoit un coup de fil. Écoutez, Mazel Tov, le petit il est né. Il faut organiser la Brit Mila. Ma femme qui lui dit au téléphone, vous savez, c'est un grand jour, 120 ans de la naissance du Rav Lubavitch. C'est exceptionnel. Dans le monde entier, on célèbre cet anniversaire, etc. Bon, c'est rentré par là, c'est sorti par là. Le jour de la Brit Mila, on est le 18 Nissan. Il y a 120 ans auparavant, c'était le jour de la Brit Mila du Rabbi. On est à Saint-Leu-la-Forêt, on est pile mignonne. On prépare tout, c'est Chol Hamoed Pessah. Je vous avoue franchement qu'il y a une partie de la Seouda qui était Minak Rabad à 200%. L'autre partie de la Seouda, on a fait des choses, par exemple, des boissons qui étaient avec les recherches du Badatz, etc., que nous, on n'a pas mangé, mais... Donc, il y avait une très belle table, etc., et on a fait la Brit Mila. Chaim Altabé, le Moël, il est venu, il est parti jusqu'en Picardie pour expliquer au papa, etc., et donc, c'est la Brit Mila. Quand c'était la Brit Mila, la dernière fois, ils n'avaient pas prévu de prénom. Ils ne savaient même pas qu'il fallait donner un prénom. Donc, sur place, il fallait donner un prénom au petit. Ils avaient entendu parler de Shaoul, donc le gosse il s'appelait Shaoul. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas, il s'appelait Shaoul. Là, ils sont venus, ils ont préparé, ils ont fait, comment on dit, ils ont fait un volet de bait, ils ont fait leur devoir. Donc ils ont vu, et ma femme elle leur dit, vous avez prévu un prénom? Fait ouais, on a prévu un prénom, Yitzhak. Ah. Mais, dit la maman, mais on aimerait aussi, parce qu'on a lu sur internet, sur le grand rabbi là, on aimerait aussi qu'il soit nommé. Ne me demandez pas pourquoi il s'appelle Yitzhak, je ne sais pas, est-ce que c'était un nom, mais je ne sais pas, parce que chez eux, les hommes, ils étaient, je ne sais pas. Peut-être, je sais pas, franchement, je ne sais pas. Lorsque ça arrive, la Brit Mila, Ve'ekare shmo be'Israël, et la jeune femme, elle dit, Menachem Mendel Yitzhak. Maintenant, il est où Menachem Mendel Yitzhak? Il est en Picardie. Il est ni dans un cheder, ni à Echad Menachem, ni... Il est en Picardie. Non, mais c'est son nom civil? Non, son nom civil, c'est Marc. Voilà. Mais il y a un petit Menachem Mendel Yitzhak, la Neshama, c'est ça, qui se trouve en Picardie. Qui est né à Rome.
Kena Ouz Nissan. Je sais pas, on leur a donné rendez-vous à la bar mitzvah, on leur a dit rendez-vous à la bar mitzvah. Mais en attendant, j'espère qu'on va les voir. Il y a la coupe de cheveux peut-être, je sais pas. Bon, pour Shaoul, je crois qu'on n'a pas réussi pour faire la coupe de cheveux, mais... Et le papa et la maman, ils sont repartis dans leur Picardie, ils vivent dans une espèce de ferme, c'est des gens un petit peu bio comme ça. Chaim Al-Tabé, il a été plusieurs fois les voir, etc., leur expliquer l'importance, etc., etc. Et il y a un petit Menachem Mendel Yitzhak. Vous savez que faut comprendre la révolution des choses. Nous, on parle comme si c'était normal, c'est une belle histoire, etc. Il faut comprendre, moi, j'ai pas la barbe encore assez blanche, et j'entendais ce que mon beau-père il racontait les années où tout a commencé ici à Paris. Là, ça nous paraît joli, quelqu'un vient de Picardie, il fait la Brit Mila, tac, tac. Avant, il y avait même des juifs qui ne voulaient pas faire la Brit Mila. Des juifs de Pérez. Ça veut dire que tout était un combat. Et le rabbi vient avec cette histoire de Avat Israël, que chaque juif c'est un joyau, et que chaque... Et tout passe comme ça, et tout passe, et on a l'impression que ça... Tout est normal, tout s'ouvre. Mais il faut comprendre que cette dose d'Avat Israël qu'il y a dans le monde, je vais vous dire, en préparant là le cours, avant là, quand je vous entendais, j'étais en train de préparer un cours que je vais donner demain à mes élèves. C'est sur Kitzur Shulchan Aruch. Là, j'étais en train de regarder un truc, quelqu'un qui explique que est-ce qu'on peut faire monter quelqu'un Shabbat, qui est venu en voiture, oui ou non, Mechal Shabbat, pas Mechal Shabbat, il amène des trucs, oui, non, il raconte des histoires, que tel Rav, il a dit... On ne pense plus comme ça. Ça veut dire, attention, je ne remets pas en cause Chazushem l'Alacha. Il y a des poskim qui permettent, il y a des décisionnaires qui permettent, c'est pas ça. Je parle de la manière de penser. Si je pense que l'autre, celui qui ne pratique pas, ou celui qui est... Alors lui, il ne mérite pas, entre guillemets, de faire partie de mon corps, entre guillemets. Alors il faut que je dise Arin, Mekabel ala mitzvah tassé, sauf, je prends sur moi de la mitzvah de Vert al Rakama, sauf, après on fait la liste. Vous savez, dans la Mishnah qui dit Kol Israël Yeshlem Chelek Leolam Haba, c'est marqué tout Israël Yeshlem Shenema, Vamer Kolam Sadikim, Leolam Yerushalayim Nefzat Bataille Esaïper. On s'arrête là. En vérité, la Mishnah continue. Elle dit à part, et elle dit celui-là. Ça veut dire qu'il y a. Non, on dit jamais la suite. Mais c'est marqué que c'est volontaire. C'est volontaire que quand on fait Pirkei Avot, on dit Kol Israël Yeshlem Chelek Leolam Haba, parce qu'on est dans le Homer. Et parce que dans le Homer, et nous qui allons continuer Pirkei Avot pendant tout l'été, où on va rentrer dans Chaz v'Shalom les 3 semaines et tous ces trucs-là, on dit Kol Israël coupé exprès. Parce que qu'est-ce qui nous concerne à nous? C'est Kol Israël Yeshlem Chelek Leolam Haba. Et il n'y a pas une personne de sérieux sur terre qui vous dit ah non, la Mishnah elle est incomplète, il faut continuer, il faut dire tous ceux qui sont exclus. Personne n'est exclu. Kol Israël Yeshlem Chelek Leolam Haba. Maintenant, comment? Par la hardout. Le rabbi il explique. Qu'est-ce que j'avais dit? Le rabbi il explique. Qu'est-ce que j'avais dit? Il va falloir vous, David, il va falloir... Je vais Mettre des chaises. J'ai encore 5 minutes. Dans les sikhot du rabbi, quand le rabbi parle de Ahavat Israël, il arrive tout de suite au sujet de Ardout Israël. Ahavat Israël, c'est quelque chose d'extraordinaire d'aimer son prochain comme soi-même. Mais Ardout Israël, c'est ça qui va nous amener à Ahavat Israël. C'est très dur, Ardout Israël. Il faut absolument se travailler. C'est compliqué. Nous, on n'est pas en Israël. Quand je parle d'Israël, ça veut dire dans le pays d'Israël. Et vous imaginez dans la politique, israélienne, comment il faut faire la distinction entre le juif et les idées qui, des fois, sont des idées qui sont contre le judaïsme. C'est hyper compliqué. C'est hyper difficile. Par exemple, le rabbi, dans la politique israélienne, entre guillemets, c'était pas de la politique, c'était de la halakha, il pensait qu'il fallait jamais faire de négociations pour parler de donner la moindre parcelle de la terre d'Israël à nos ennemis. Et il y avait des premiers ministres, il y avait des Chaver Knesset, il y avait des députés qui étaient des fervents pour cette solution-là. Et quand quelqu'un passait au dollar et qui demandait au rabbi une bracha pour X, le rabbi bénissait. Parce qu'il y a une phrase fameuse qu'on dit Yitamu chataim mina aretz, que les fautes disparaissent de la terre, chataim velo chotim. Les fautes, mais pas les fauteurs. Quelle force! Quelqu'un qui s'oppose à moi, comment je peux lui
le bénir qu'il soit en bonne santé, alors que je sais qu'avec cette bonne santé-là, peut-être qu'il va monter à la Knesset et qu'il va dire qu'il faut encourager les accords, alors que le rabbi, il pouvait la veille avoir fait une sira dans laquelle il dénonçait ce genre de discours, et pourtant quand il passait au dollar, un de ses proches, je pense à une histoire très précise, où le rabbi, pas de problème, $1, $2, brachot, foi, tout ce qu'il faut. Mais ça n'empêche pas que les idées, elles n'étaient pas justes. C'était contre le Shulchan Aruch, c'était contre la vie de la Torah. Je dois prendre sur moi d'aimer quelqu'un comme moi-même, tout en gardant cette barrière que n'empêche que, pour l'instant, il a des idées ou il a un comportement qui ne conviennent pas à la Torah. Alors ça s'appelle quoi ça ? Ça s'appelle la harvout. C'est quoi la harvout ? Kol Israël arrivim ze bazé. Chacun, on est tous responsables de l'autre. Ça veut dire quoi responsable ? Je ne peux pas forcer quelqu'un, mais j'ai un devoir d'enseigner. J'ai un devoir de donner à l'autre. Je ne peux pas m'occuper, moi, d'être bien, d'avoir une belle cravate et d'avoir un beau costume, sans penser qu'il y a peut-être quelqu'un qui, aujourd'hui, il est juste en chaussettes. C'est un machal, ce que je dis, c'est une parabole. Mais on ne peut pas s'investir uniquement dans sa propre avodat Hashem, dans son propre service de Dieu, dans son étude personnelle, dans sa tefila personnelle, dans sa chassidishkeit, dans son lien avec le rabbi, sans que ça soit quelque chose où je me sens responsable de l'autre. De la même manière qu'avant Pessah, c'était inimaginable pour nous d'être à la table du Seder si on n'était pas sûr, dans la mesure du possible, que des gens, ils aient de quoi faire le Seder, qu'ils aient des matzot shmurot, qu'ils aient la possibilité de le faire. La même chose, il faut se poser la question en vérité tous les jours. Moi qui suis Baruch Hashem, quand je dis moi, c'est chacun d'entre nous ici, concerné puisqu'on est là ce soir. Combien je suis capable de me sentir aussi concerné, pas seulement pour moi, mais pour l'autre aussi. Et à ce niveau-là, je crois que mon beau-père, Zichrono Livracha, il est un exemple. Je vous dis la vérité, aujourd'hui, j'ai un vrai problème de conscience. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire quelque chose vendredi matin. Et c'est quasiment impossible que je le fasse parce qu'il y a 3 jours de fête et que ça va être très très compliqué. On part pour 3 jours dans notre petite communauté et on a un grand truc pour Shavuot à organiser. Et je me disais, mais est-ce que vraiment je suis dans la voie ? Vraiment quelque chose que je sais que je ne peux pas faire. Maintenant, si je pousse les murs, bien sûr que je peux le faire. Et ça, c'est toujours quelque chose qu'il faut se demander. Et je n'ai pas eu souvent l'occasion de parler avec mon beau-père sur ce sujet-là. J'ai beaucoup entendu à la maison, ma femme m'a beaucoup raconté, mes belles-sœurs, mon beau-frère, j'entends. Mais mon beau-père, je savais que une chose j'ai vue de lui. À la dernière Brit Mila qu'il a eu l'occasion d'être Sandak, je crois que c'était la dernière Brit Mila avant qu'il tombe malade, les petits-enfants, ils voulaient un petit peu, les petits-enfants qui voulaient un petit peu le chauffer comme ça, ils essayaient de tirer des petites infos politiques. Mon beau-père, il en connaît des trucs. Il ne parlait pas de la politique des Indiens et des Sioux, il aurait pu aussi parler de ça. Je ne sais pas de cette politique-là. 29 ans, je l'ai connu dans ce monde, 29 ans. Pas une seule fois, je l'ai entendu dire. Alors qu'on savait qu'il n'y avait pas toujours des gens qui étaient ses plus grands fans, on va dire comme ça. Je ne l'ai jamais entendu parler sur qui que ce soit. On ne croyait jamais. Je savais plus de l'extérieur que de lui-même. Jamais. Jamais, une fois, il s'est livré à nous en disant ouais, celui-là. Jamais. Pourtant, il en a pris. Mais jamais. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose, il y avait une dimension au bout d'un moment où c'est peut-être, ça a été jusqu'au sacrifice personnel, où il se disait moi je dis ce que j'ai à dire, je le dis à ma façon, et j'espère que ça passe, mais je ne parle pas du mal des autres. C'était pas construire par rapport à l'autre, c'était je fais. Je vais vous dire, on se dit le courrier de la Géoula, moi je l'ai vu pendant des années. Bon, on voit par exemple, là j'ai la citra de la semaine devant moi, on se dit bon, il y a des gens qui ont écrit, qui ont imprimé, et puis c'est comme ça, et puis à la fin, vous les voyez dans les magasins, et vous voyez les gens qui finissent le soir, qui vous prennent le paquet, et qui vous mettent ça, vous dites, bon, c'est des sidrotes. Mais si vous savez qu'ici, il y a des gens qui se sont investis financièrement, qui ont mis du temps, alors pour le courrier de la Géoula, je ne vous raconte même pas, vous vous dites, alors à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui le prend et qui fait, bon, j'arrête, je vais faire des numéros collector, on va faire sur abonnement, on n'enverra que aux gens qui veulent lire le courrier de la Géoula. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est que moi, je fais ce que j'ai à faire. Parce que je veux cette responsabilité envers l'autre. Ce message-là, qui est porté, alors je le donne. Comment il va être reçu, je ne sais pas.
Le rabbi veut que ça soit Bofan Amikabel de manière à ce que ça soit recevable. Mais je le fais. Et je ne m'arrête pas sur savoir, ah ouais, mais tu vois, tu comprends. Parce que si à chaque fois que mon pied, il disait, j'en ai marre d'être pied, parce que je ne suis pas à la mesure de ce que je suis, la preuve, c'est que quand vous passez des examens en EPS, ça veut dire l'éducation physique, c'est coefficient 1, je crois, ou même pas. Je ne sais même pas si c'est pas moins 1. Mais bon, en maths, c'est coefficient 3. Peut-être qu'un jour, le pied va dire, ouais, il y en a marre, moi je fais de l'endurance, j'ai un prof qui me fait courir 2 km, j'en peux plus. Et l'autre, le matheux, il fait 3 équations, on lui met en Dieu, ah, vous avez de l'avenir. Mais heureusement que c'est comme ça, parce que le pied continue à être pied, et continue à faire ce qu'il a à faire, c'est ce qu'on lui demande. On ne lui demande pas de faire des équations. Sois un pied. Sois acharné. Sois akshan dans ce que tu dois être. C'est ça le message de la Hardout. Vaïchan Sham Israël Negedahar, à chaque fois qu'on a voulu se révolter contre Moshe Rabbeinu, comment ça s'est fini? À chaque fois que les Bnei Israël, ils ont commencé à dire, ouais, mais c'est pas juste. Ouais, mais pourquoi? Qui t'a mis? C'est Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu n'a rien demandé. Quand Akadosh Baruch Hu vient voir Moshe Rabbeinu, il lui dit, tu vas aller libérer les Bnei Israël. Vous savez ce que Moshe Rabbeinu il dit? J'y vais pas. 7 jours de négociation. Je bégaye, j'ai mon frère, envoie Mashiach. Moshe Rabbeinu, il arrive. Tout le monde dit, toi, t'étais tranquille à Midian. Nous, on prenait les coups, on jetait nos enfants dans le Nil. Toi, tu viens, je suis un libérateur. Je n'ai rien demandé. J'ai toujours pensé que lorsque Moshe Rabbeinu, si aujourd'hui il rentre dans une synagogue, il bégaye, ses parents, ils sont divorcés et remariés, et il est un meurtrier. Il rentre, personne ne lui donne une aliyah. Et il est marié avec Tzipora, qui est une Midianite. Personne ne lui dit, non monsieur, excusez-moi, asseyez-vous là-bas, on vous a rien demandé pour l'instant. Moshe Rabbeinu, il vient, il a tout contre lui. Et la première fois qu'il ouvre la bouche, le pharaon dit, ah vous ennuyez, vous allez voir, moi je vais vous donner encore plus sur la tête. Mais c'est sa mission. Il finit au bout de 40 ans, de 80 à 120 ans, on ne sait pas où est-ce qu'il est enterré. Il prend des coups pendant 40 ans, c'est sa mission. Lorsque Hachem lui dit, tu sais quoi, on va faire un deal. On s'arrange entre nous. J'efface tout et je recommence de toi. Je dis, non, ce peuple, tu les gardes eux. Sinon, c'est moi que tu effaces. On imagine la force. Combien on doit être capable, et pour nous, c'est l'étincelle de Moshe Rabbeinu de notre génération, d'essayer à 1%, 2%, 10%, de se dire, mais c'est ce peuple qu'Hachem veut. C'est celui-là, là, avec le sale caractère, avec celui-là, c'est celui-là qu'Akadosh Baruch Hu, il veut. Et moi, je dois faire ce que j'ai à faire. Et si je vais voir qu'une partie de ce que moi, je pense être mon message passe pas, je ne dois pas me décourager. Je dois répéter, et encore répéter, et encore répéter, trouver des moyens de le répéter, jusqu'à que Bezrat Hashem, cette arvout, cette responsabilité qu'on a, parce qu'on est un seul corps, alors il va falloir l'assumer. Et l'assumer, ça veut dire d'être capable d'être à l'exemple de ce qui s'est passé il y a 3334 ans, c'est dur, ça demande Aréni Mekabel tous les matins, ça demande une remise en cause tous les matins, mais il faut se dire, d'ailleurs vous remarquerez, ça c'est un mot d'esprit, c'est le rabbi, il explique pourquoi on dit qu'une seule fois, mais on dit qu'une seule fois, ça veut dire que, je ne sais pas si on serait capable de dire une deuxième fois, mais Aréni Mekabel, c'est la phrase fondamentale de la Tfila, surtout chez nous, chez Chabad, où après les brachot, on commence par cette phrase-là. Et vous remarquerez que même dans les Patachréniens, vous remarquerez qu'ils le mettent en haut. Alors, il faut se faire un mifza de ça, surtout dans la situation actuelle, où le rabbi, dans cette situation-là, le rabbi, il avait demandé à ce qu'on encourage à Rémi Kabel et à Artsadikim de faire en sorte que ceux qui ne le disent pas jusqu'à maintenant le disent avec tout le sens que ça a, de rajouter des srouillottes et des mérites. Je vais finir, et après je vous embête plus, avec une histoire avec une histoire qui m'a profondément, personnellement marqué. C'est pas un miracle ce que je vais vous raconter, c'est pas un miracle du rabbi, c'est une histoire de Hardout Israël. C'est un miracle. Aujourd'hui. Ouais, quelque part, ouais. Non, mais c'est une histoire qui s'est passée longtemps. Je vais vous expliquer. En 1981, il y a un chaliach du rabbi qui s'installe à Vienne. Il s'appelle le Rav Yaakov Biderman. En passant, il est marié avec une Française. Il s'installe à Vienne. Alors Vienne, pour qu'on comprenne, c'est un endroit où il y avait énormément de Torah. Mais après la guerre, il n'y a plus grand-chose. On est en 1981, il s'installe à Vienne. Et à Vienne, il fait comme tout chaliach fait. Il prend l'annuaire et il commence par les Cohen, les Lévi. Et bon, lui, il n'avait pas des Ben Soussan et des Ben Chétri, donc c'était un petit peu plus compliqué.
Donc il a essayé de trouver les Juifs. Et on lui parle d'un homme dans la ville qui s'appelle Victor Frankel. Ce Victor Frankel, c'est un thérapeute, c'est un psychiatre, élève de Freud, qui habite dans la ville. Ok. Jamais il a mis les pieds à la choule, jamais il a mis, bien sûr, il n'a jamais mis les pieds dans un Bet Rabbad. Et le Rabbi Derman, il commence son boulot, il ouvre un Talmud Torah, et petit à petit, aujourd'hui, il a, comme tous les shlochim, je ne sais pas combien de shlochim en dessous de lui, entre guillemets, qui font pour la jeunesse, pour les Israéliens, tout ce qu'il faut. Il avait l'habitude, chaque année, d'envoyer le calendrier du Bet Rabbad, et chaque année, il recevait un chèque de Victor Frankel. Pas conséquent, mais un chèque. Tous les ans, un chèque. Rien de plus. Pas un coup de fil, rien du tout. Ce Victor Frankel, il enseignait dans plusieurs universités. Il a enseigné la psychothérapie. Il avait une méthode à lui, il avait une chita à lui. On va revenir après là-dessus. En 1995, il y a une femme qui appelle le Shaliach Chabad, qui s'appelle Marguerite Heiss. Elle se présente à lui, elle a 85 ans. Elle a vu sa publication et elle lui dit: sachez, monsieur, que ne dites jamais que vous êtes le premier chaliard du Rabbi à Vienne, parce que le premier chaliard du Rabbi à Vienne, c'est moi. Et à quelle occasion vous pouvez prétendre ça? Parce que moi, j'ai eu un kécher avec le Rabbi avant même que vous soyez là, parce que c'était en 1959. L'histoire de cette dame est la suivante. Elle est née avant la Shoah. Elle a eu une fille pendant la Shoah. Elle a réussi, Baruch Hashem, à échapper. Cette fille, elle a grandi. Elle s'est mariée avec un médecin qui a été invité à un RF Rabbad, à une soirée à New York. Et ce médecin, il a été invité. Il en a parlé donc à sa belle-mère, à sa femme. Tout le monde a dit: ah, c'est bien, soirée chassidique et tout. Mais elle a profité de l'occasion d'être à New York, parce qu'elle a dit: j'ai envie de rencontrer le Rabbi Lubavitch, 1959. Le Rabbi est au début du leadership officiel. Donc elle a envie de rentrer en Yechidut, de parler de tout ce qu'elle a vécu pendant la Shoah, etc., etc. Donc elle rentre en Yechidut chez le Rabbi et elle dit qu'elle explose en sanglots, elle est pas bien. Elle raconte ce qu'elle a vu. Et à la fin, elle dit: moi j'ai un rêve, Rabbi, c'est qu'un jour je retourne dans ma ville natale à Vienne. Le Rabbi lui dit: écoutez, le jour où vous allez aller à Vienne, s'il vous plaît, repassez par ici parce que je vais vous demander quelque chose. Elle appréhendait beaucoup de retourner à Vienne, parce que bon, ça allait faire revivre des moments difficiles. Mais au final, quelques temps après, elle se décide d'aller. On est donc dans les débuts des années 60. Et comme promis au Rabbi, elle prend rendez-vous chez le Rabbi pour une Yechidut. Et elle rentre en Yechidut chez le Rabbi lui demande une tova. Rendez-moi service. On a bien aimé. Le Rabbi lui demande d'aller voir 2 personnes à Vienne, dont Victor Frankel, et de lui donner un message qu'il ne se désespère pas et qu'il continue dans ses travaux. Ce qu'il fait, on en a besoin. Ok. Elle arrive à Vienne, elle prend contact. Alors la première personne, elle raconte pas c'était qui. Elle prend contact avec Victor Frankel, donc qui est enseigné. Elle prend contact avec son secrétariat. Bien sûr, pour le voir, il fallait attendre 2 semaines de rendez-vous. Donc elle décide d'aller chez lui à la maison. D'aller le voir chez lui à la maison. Elle sonne à la maison. Alors, il se trouve que Victor Frankel, il ne vivait pas que à Vienne. Il était aussi professeur dans une université aux États-Unis. Et donc, il faisait beaucoup d'allées et venues. Et vous imaginez pour l'époque ce que ça veut dire, faire des allées et venues dans les années 60. Nous, aujourd'hui, bon, après le Covid, c'est un petit peu plus facile, mais on prend l'avion. À l'époque, c'était vraiment... Oui. Donc, il allait et il n'était pas à la maison. Et elle sonne à la maison, on lui ouvre. C'est une dame qui lui ouvre. Et en bonne place dans la maison, elle voit une croix. Elle est persuadée qu'elle s'est trompée. Donc elle dit: excusez-moi, est-ce que ici vit docteur Victor Frankel? Elle fait: oui. C'est ici qu'il est. Est-ce que je peux le voir? Là, il n'est pas là. Repassez un jour. Elle lui donne un rendez-vous. Repassez, il sera là. Elle repasse. Elle rencontre Victor Frankel. Et là, elle voit un monsieur qui est assez abattu. On voit qu'il n'est pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, tous les Yotsei Shoah, tous ceux qui ont vécu la Shoah, ils ont un point en commun, qu'ils ont une lourde histoire. Donc on est en 59, la guerre elle s'est finie. 60, la guerre elle s'est finie
il n'y a pas longtemps, chacun il porte ce fardeau. En plus, à l'époque, les gens ne parlaient pas, ils ne racontaient pas. Donc, elle a mis ça sur le coude, et puis elle lui dit, j'ai un message pour vous du Rabbi de Lubavitch. Il est intéressé, il lève la tête. Le Rabbi vous encourage fortement à continuer vos travaux. Ne vous découragez pas. Allez et continuez à enseigner ce que vous enseignez. Lui, il était complètement bouleversé de ça. Et elle a fini, entre guillemets, sa mission. Ce Victor Frankel, il faut comprendre qu'avant la guerre, il était élève de Freud. Maintenant, pendant la Shoah, lui, il était psy. Hein, il était psychiatre. Et pendant la Shoah, il s'est posé une question. Il a été, alors lui, il n'était pas au Auschwitz, il était dans un camp de concentration. Il y a 2 livres en poche. Un qui raconte sa vie et un qui raconte sa chita. Et lui, il a raconté qu'il a vu que pendant la Shoah, il y avait des gens qui ont eu des comportements anormaux. C'est-à-dire, quand je dis anormaux, dans le sens hors norme. Par exemple, des gens qui étaient extrêmement affamés, qui étaient capables de prendre un morceau de pain et de le donner à celui qui était plus affamé. Et dans son livre, ça ne s'est pas raconté dans l'histoire, mais c'est dans son livre qu'il raconte que, par exemple, il y a une femme qui a, si je me souviens bien, elle avait 15-16 ans, qui a réussi à survivre parce qu'elle arrivait à voir dans l'horizon un arbre. Et elle s'était accrochée à cet arbre en le voyant grandir et en le voyant pousser, ça lui donnait de l'espoir. Et lui, il invente une chita. Non, il n'invente pas une chita, il fait un constat. Il dit, on ne peut pas se regarder le nombril pour savoir comment on va. Donc, théorie freudienne. Il faut regarder vers l'avant. Il faut donner un sens à sa vie. Il a un concept qui s'appelle la logothérapie. C'est quoi la logothérapie? C'est quand tu crois à quelque chose, ça te donne la force de tout surmonter. C'est extraordinaire. Hein. C'est pas religieux, mais c'est extraordinaire. Il ne parle pas de Torah dedans, officiel, mais quand vous allez voir sa vie, vous allez comprendre. Et lui, il se retrouve confronté à toute l'école freudienne qui est contre lui. C'est n'importe quoi, t'as craché sur le maître, tu connais rien. Ces cours, ils étaient interrompus par des étudiants qui venaient et qui boycottaient ses cours. Il avait du mal à enseigner. Parce que c'est quoi cette histoire-là? Tu crois à quelque chose, mais c'est pas ça. Il faut d'abord l'introspection. Bon, après, on connaît les dérives de Freud, etc. Truc, ton père, ta mère, machin, un truc. Toi. Il lui dit, non, c'est pas toi. Regarde en dehors de toi. Regarde vers le haut. Il était complètement abattu. Il pensait tout arrêter. Le fait que le rabbi lui a envoyé cette dame, Madame Heiss, il a publié un livre en anglais qui a été traduit en français, qui a été traduit en hébreu, qui aujourd'hui... La logothérapie de Victor Frankel. Je crois pas que... Comme ça, je l'ai dit. Mais il a 2 livres, mais il y a un livre que c'est pas logothérapie, c'est un truc avec vie, mais je ne me rappelle plus. Maintenant, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, cette chita-là, dans les écoles, ça peut révolutionner les enfants. Parce qu'aujourd'hui, dans les écoles, quand on envoie des enfants qui ont des soucis, on tombe souvent sur des gens qui sont dans une approche freudienne des choses. Cette approche-là, elle change tout. Parce que quand tu dis à un enfant, tu as un but dans ta vie. Nous, c'est servir Hachem. D'autres, ça va être je ne sais pas quoi. Mais ça lui donne... il y a un point... Attention, c'est pas facile. Hein. Toujours dans les conférences, ça dure 45 minutes, on est content, on a fini, on a cru qu'on a tout changé. Tout va changer après. La Hardout Israël, ça va changer après. Arène Mikabel, c'est demain matin qu'on va voir si on est capable de le dire. Est-ce qu'on est capable de le dire maintenant? Mais l'histoire, elle est que ce Frankel, il allait tout arrêter. Le rabbi lui a donné du courage, En 1995, le rabbi Biderman, il décide de prendre son courage. Il appelle Victor Frankel, il a 90 ans. Il voulait vérifier cette histoire. Pourquoi? C'est à l'époque où tout le monde voulait trouver des gens qui ont eu des contacts avec le rabbi, pas comme ceux qui sont passés chez le dollar. Donc ils ont commencé chacun dans sa ville à chercher, peut-être qu'il y a des gens. Je suis sûr qu'à Paris, il y a des dizaines de personnes qui ont reçu des lettres du rabbi, que nous on ne connaît pas, et que cette lettre, elle a changé dans les années 60. De temps en temps, vous savez, sur le site Rasdout, il y a des lettres qui arrivent, et on dit, voilà, ils ont été adressés à des gens qui ne sont plus là, et on ne sait pas. Et on ne sait pas ce qu'il y a dans la lettre. On n'a pas d'idée. D'ailleurs, je ne vais pas vraiment alourdir je devais parler un quart d'heure, 20 minutes, mais là, je me suis pris trop de temps. Mais je vais arrêter l'Inédar dans 5 minutes. Il y a une lettre du rabbi où le rabbi fait référence
il y a quelqu'un qui est déprimé, il ne sait pas quoi faire, etc. Le rabbi lui dit, bon, ces 3 petits points dans beaucoup de lettres, et le rabbi fait référence, j'ai lu les écrits de cet homme-là, en citant Victor Frankel, qu'il souhaite, qu'il compte à l'aïmounda, donc quelque chose, ça t'aide à sortir de ce que tu es, etc. En 1995, il a 90 ans, il est épuisé, Victor Frankel. Tout le monde aujourd'hui se réclame il y a des écoles de logothérapie, il y a plein de gens qui se réclament de ses élèves. Il faut savoir qu'on lui a craché dans la figure pendant des années. Les gens, ils ne voulaient pas lire ses livres. Les gens, ils disaient que c'était... Vous savez combien, aujourd'hui, il a de chassidim, entre guillemets, de gens qui disent pas que c'est de lui. La pensée positive, et le bonheur est en toi, et les 7 clés du bonheur. Tout ça, c'est un homme. Mais tout ça, derrière tout ça, il y a eu la Havat Israël du rabbi, que le rabbi l'a vu dans Victor Frankel. Quelqu'un, je vous rappelle l'histoire, il avait une croix quand même. C'est lui. Arélie Mekabel. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce Victor Frankel? On a su à la fin de sa vie. Il est enterré à Vienne. Je ne sais même pas s'il est enterré dans un carré juif. Je ne sais même pas. Sa deuxième épouse, c'était pas quelqu'un de la communauté. On dit qu'il avait très... Bon, c'est vraiment la caricature de l'intellectuel. Il n'avait rien à la maison avec des bouquins et tout. Bon, rien de... Il n'avait pas de Mercedes, il n'avait pas des... Il n'a pas été à Dubaï, rien du tout. Le gars qui a vécu que pour ses écrits, il a laissé des cahiers et des bouquins. Et il a laissé une boîte dans laquelle il y avait quelques effets. Et il y avait une paire de tefilines. Et ça, le Rabbi Darman, il dit qu'il les a vus. Le gendre de Victor Frankel, qui n'était pas juif, raconte que tous les jours, son beau-père, il s'isolait quelques minutes. Et qu'une fois il est rentré, il a vu son beau-père avec donc des cubes noirs. Il ne savait pas ce que ça signifiait. Son beau-père, il ne voulait pas que ça se sache. Son beau-père, il n'a pas voulu que ça soit sur la place publique. Son Yom Kippour à lui, officiellement, il n'était pas dans une synagogue. Peut-être dans une autre synagogue, en tout cas pas à Vienne. Et ça, c'était une personne. Il faut comprendre que le Vaïchan Sham Israël d'aujourd'hui, ce qu'on nous demande aujourd'hui, Rosh Chodesh Sivan, c'est un petit peu d'aller plus loin, sortir de cette zone. La Géoula, elle viendra que quand il y aura Ahavat Chinam. Si le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de Sinat Chinam, à cause de la haine gratuite, ce sera avec Ahavat Chinam. Le mot Chinam ici, il est hyper important. Ça veut dire que c'est sans intérêt. Et s'il y a quelqu'un sur ce bas monde qui a bossé jusqu'à l'âge de 83 ans sans intérêt, c'est bien mon beau-père. Non, on va vous dire un pastèque. Ouais. Bah oui. S'il y en a un qui a vraiment pas attendu d'intérêt, pas attendu qu'il soit dans les tables d'honneur, et qu'il soit que dans les moments où on l'attendait pas, il était celui qu'on n'attendait pas, c'était celui qui pouvait expliquer pourquoi la théorie de l'évolution elle est nulle à quelqu'un qui lui-même était protestant et qui lui-même allait répéter à ses collègues, ça tient pas. Rien de conventionnel, mais une vraie ardoute. Une ardoute qui n'était pas une achidoute. C'était pas une uniformité, c'était une vraie ardoute. Comme le pied, il est uni avec la tête, et la tête, elle est unie avec le cœur, alors il faut savoir admettre cette idée, et être capable, et c'est tout à votre honneur de continuer les shurim qu'il a initiés. Moi, je l'avais été, j'ai très vite abandonné, puisque j'ai donné une fois un dimanche, quand il était malade, et après j'ai tout de suite, j'ai dit, il y a d'autres qui vont faire la hardoute, mais il faut vraiment cette soirée, et si on veut vraiment travailler les Nishmato, savoir que si on donne un petit peu de notre temps, dans les moments où on ne s'y attend pas, où on n'a pas envie, où c'est difficile, où c'est pas avec les personnes avec qui ça matche le plus, il faut essayer, Bezrat Hashem, de travailler sur ce point-là. J'ai pas besoin de vous dire que jusqu'à la dernière minute, c'est Yechi et Yechi et Yechi. Le courrier de la Géoula, Baruch Hashem, il continue, grâce à Dieu. C'est pas... Alors il y a des gens qui vous diront c'est pas ça plus, il y en aura qui diront c'est pas assez comme avant. Il y a beaucoup de gens qui nous disent c'est pas... Bon, mais ça continue. Et on souhaite que Bezrat Hashem, ce soit le premier et le dernier Yortzeit. Il est à Razetim. Hier, le dernier courrier de la Géoula avec son éditorial, il a été posé sur son kéver en lui disant voilà, nous on dépose. Et vraiment, il faut souhaiter, pas que ça soit qu'un mot, quand c'est des gens proches comme ça. Alors
c'est encore plus fort. Il faut souhaiter que Bezrat Hashem, vraiment, que Bezrat Hashem Mashiach arrive très très rapidement et qu'il puisse être au Beth Amikdash. Lui, il va faire les korbanot au Beth Amikdash, il va faire les korbanot Tzibour. Et un Kohen, il a une particularité. Quand un Kohen, il fait Birkat Kohanim, il fait une bracha. Levarech et Amo Israël, Be'a'ava. Si un Kohen, il y a quelqu'un dans la salle qui ne peut pas bénir, il ne fait pas Birkat Kohanim. Sachez que quand un Kohen il sort, soit c'est pas son minag, soit c'est qu'il ne peut pas bénir. Parce que dans la bracha, il ne peut pas mentir. Et quand un Kohen il bénit, il dit Asher Kideshanu, et il dit Vetzivanu levarech et Amo Israël, de bénir le peuple juif. Be'a'ava. Ouais. Bezrat Hashem qui revienne et qui nous bénisse Be'ava. À Kohen, Agadol, Mechav, Lechaim, et merci, et bon appétit parce que là, je crois que. On va la faire. Ouais, je comprends. Je vous ai fait faire un zoom de yeux.